ouais, ça rapporte à peu près 10 000 de chiffre d'affaires et finalement j'ai perdu mon produit principal, c'était celui qui rapportait à peu près 60% du chiffre d'affaires. Et là, j'ai un nouveau produit qui arrive le mois prochain. J'aimerais bien arriver autour des 500 000, un demi-million de chiffre d'affaires dans l'année. Donc là c'est l'histoire d'un lancement où j'ai pleuré du sang. Quand on est débutant, on sait pas trop comment se différencier. On a tendance à se dire je vais prendre la même chose, je vais mettre mon logo et puis allez hop. Donc tu as trouvé des gens pour te faire des reviews à travers Reddit, je peux partager 2 méthodes, on va faire un petit cadeau. C'est parti pour un petit podcast aujourd'hui avec Clément, que j'ai le plaisir d'interviewer une seconde fois. Donc on avait fait une première interview il y a à peu près 3 ans, quasi 3 ans. À l'époque, tu faisais 2500 € de profit par mois sur Amazon. Tu avais commencé avec un tout petit budget de départ. Si mes souvenirs sont bons, c'était 250 €. Tu faisais du wholesale à la base, donc tu vendais les produits des autres, c'est ça ? Exactement. Et tu avais également acheté un business Amazon. Donc ça, c'était aussi le point qui était intéressant avec toi. Et en 3 ans, il s'est passé pas mal de choses avec des hauts et également des bas. Donc les gens se plaignent parfois qu'on ne partage pas assez de choses négatives sur le parcours d'un vendeur Amazon FBA. Aujourd'hui, vous allez être servi puisque tu as été proche quasi de la faillite à un moment. Donc, ouais, au fond du trou, on peut dire. Ouais. Ok, donc accrochez vos ceintures, ça va être une montagne russe. C'est parti. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première interview, est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter qui tu es ? Oui, alors je m'appelle Clément, donc j'ai 25 ans, je vends sur Amazon depuis 3 ans et demi à peu près. Et suite à notre interview, finalement, il s'est passé pas mal de choses. Justement, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail ? Donc, quand je t'ai laissé la dernière fois, tu faisais ces 2500 € de profit. Tu avais donc le private label plus du wholesale. Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Donc ouais, ça rapporte à peu près 10 000 de chiffre d'affaires. Et finalement, j'ai perdu mon produit principal. C'était celui qui rapportait à peu près 60% du chiffre d'affaires. Ok. Donc tu es redescendu à 1200 à peine enfin 1100, 1000. Ouais, c'est ça. Ça a quasiment, ça a divisé en deux presque mon business d'un coup. Ouais. Et donc ça a été un peu un coup dur. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu as perdu cette position en fait ? Vu que c'était du wholesale finalement. Donc c'est-à-dire que c'était pas ta propre marque ? Non, c'est ça. Je vendais un produit d'une autre marque. À l'époque, on était seulement 2 à le vendre. J'étais le seul en FBA. Okay. Et finalement, après, il y a d'autres distributeurs qui sont arrivés. À la fin, on était, je crois, 6 ou 7 à vendre le produit. Et donc à se partager la même même fiche produit, exactement. Donc on se partage la même fiche produit. Tout le monde essaye de descendre un tout petit peu son prix de quelques centimes pour essayer de doubler l'autre. Et finalement, ça fait une course à celui qui baisse le plus son prix, qui grignote ses marges. Plus derrière, il y avait d'autres compétiteurs qui arrivaient et qui lançaient le même produit. Donc tu cumules tout, tu te retrouves avec un produit où il y a 10% de marge, il y a de la demande en moins. Et finalement, ça devient plus du tout intéressant. Et donc, ça passe à la trappe, quoi. Du coup, tu as arrêté de vendre ce produit ? Oui, en fait, ça servait plus à rien. Tu peux le partager pour... Ah oui, c'était... je sais pas si je l'avais dit à l'époque, mais en fait, c'est une lingette avec un revêtement anti-buée pour les lunettes. Okay. Et en fait, ça permettait de pas avoir de buée qui se fixe. Et à l'époque, il y avait les masques. Donc, c'était super utile parce que si tu avais ton masque et tes lunettes, tu n'avais pas de buée toute la journée qui te gênait. C'était pour ceux qui tiraient ou pas ? Parce que je sais que tu as la chaîne YouTube aussi. Tu avais une chaîne YouTube dans la thématique du tir. Donc, est-ce que c'était pour spécifiquement ? Non, ça pouvait servir, mais non, c'était pour tout. Ok, c'était vraiment global. Surtout pour les gens qui travaillent dans des bureaux avec les masques. Ok, ouais, donc j'imagine qu'il y a 2 choses qui ont vraiment fait du mal à ton produit. D'un, la concurrence, cette guerre des prix vers le bas. Et la deuxième chose, c'est aussi le Covid. Donc quand ça s'est terminé, on va dire que quand les gens ont arrêté de porter des masques, il y avait moins ce problème de buée, il était moins accentué, on va dire. Exactement. Donc ok, il y a eu 2 phénomènes. Et du coup, pour rebondir sur ce business également que tu avais, donc tu aidais quelqu'un qui avait une chaîne YouTube, tu t'occupais de toute la partie commercialisation de formation sur une chaîne YouTube. Ouais, c'est ça, sur une chaîne de tir en France. Et donc j'avais avec un associé, on vendait des formations en ligne. Et finalement, il y a eu un problème avec cet associé-là. On s'est embrouillé, on allait il y a eu des problèmes juridiques, etc. Et j'ai perdu aussi ce business. Donc ça a été un peu un coup dur parce que c'était ma principale source de revenus à l'époque. Ça te rapportait combien ? Ouais, voilà, ça générait... La première année, c'était à peu près 150 000 de chiffre d'affaires. Et vu que c'est 90 à 95% du profit, ça faisait quand même une belle somme. Et en plus, je pensais qu'on pouvait largement doubler parce que c'est un créneau où il y a un gros marché. Et donc j'ai perdu ça. Et en même temps, j'ai subi un peu la trahison de quelqu'un que j'apprécie énormément, avec qui j'ai changé beaucoup. Ouais, donc ça a été très dur. Là, tu te retrouves d'avoir 2 business qui tournent correctement à un demi-business et l'autre perdu. Exactement. Donc là, on est à peu près en quoi ? En 2022 quand ça arrive, ça ? Ouais, à peu près quelques mois, peut-être 6 mois à peu près après l'interview. Ok. Dans ces eaux-là. Donc là, c'était vraiment, on va dire, le fond du trou, quoi, où j'étais explosé.
j'y croyais plus, quoi. Enfin, c'était difficile mentalement de se dire, ok. En plus, je m'étais dit, voilà, je vais faire 2 business pour justement limiter le risque. Je vais essayer de faire les choses intelligemment. Et finalement, j'avais l'impression que le sort s'acharnait un peu sur moi. Et à ce moment-là, tu étais full business, tu n'avais pas un job en plus à côté, non. Donc tu n'avais pas de filet de sécurité. Non, tu comptais sur ces revenus-là. C'est ça. En fait, après, par chance, j'ai pu retourner chez mes parents, donc j'avais pas de grosses dépenses à faire. Enfin, ça allait, quoi. J'arrivais à m'en sortir, mais c'est sûr que ça faisait mal, et puis je ne pouvais plus épargner. Enfin bref. Après, j'étais obligé de grignoter un peu sur mes économies pour repartir. Donc j'ai lancé pas mal de choses ensuite après. Et finalement, j'ai fait beaucoup d'erreurs pendant 1 an. J'ai lancé différents projets qui n'ont pas fonctionné. Hors Amazon, non ? Ouais, hors Amazon. Ouais. Et après, en fait, j'essayais toujours de garder les deux. Mon business Amazon, et ensuite lancer toujours quelque chose à côté pour avoir toujours 2 projets qui tournent. Enfin, je sais pas pourquoi, mais c'est ma stratégie que je trouvais intelligente à faire. Donc en fait, c'est bien d'avoir plusieurs business. Le truc qui est dur, c'est de monter en même temps plusieurs business. Tu vois, une fois que tu en as un qui tourne, d'en monter un de plus, c'est ce que j'ai fait personnellement. Ça, c'est faisable. Les monter tous en même temps, c'est un petit peu le plus dur, en fait. Ouais, c'est vrai que si tu veux les scaler à un bon niveau. Trop ambitieux. Ouais, c'est peut-être là l'erreur aussi. Ouais, possiblement. Donc du coup, là, tu restes un peu 1 an assez down niveau moral et niveau business. C'est ça. Comment tu te sens et comment tu rebondis, en fait ? Après, c'est vrai que je suis un peu comme un chien enragé, quoi. J'ai toujours la rage et j'ai le mojo, donc j'ai toujours envie d'y aller. Je me bats et ça, je pense que c'est dans les tripes, tu vois. C'est quelque chose qui est comme ça. T'as pas le choix, en fait. Faut que tu réussisses. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, je me suis toujours mis la pression et j'ai une capacité de travail qui est assez importante, donc ça me dérangeait pas. Mais c'est vrai que c'est difficile d'échouer quand même encore et encore. Donc j'ai lancé beaucoup de projets qui n'ont pas fonctionné. Et après, sur Amazon, j'avais un problème. Je sais pas pourquoi, je pense que j'étais bête. J'étais en fait emprisonné dans un système de pensée où je voulais absolument lancer des produits qui étaient de la marque du private label que j'avais racheté. Et je sais pas pourquoi, je voyais au travers uniquement de cette marque. Et donc, ça limitait beaucoup les possibilités vu que c'est une marque française qui vend des produits donc made in France, fabriqués à la main. Et c'est des produits dans l'univers du bébé. Donc tout de suite les possibilités ça réduit énormément et je vendais que principalement sur la marketplace française et donc je faisais des recherches de produits, je trouvais rien et j'étais tellement désespéré que j'étais prêt à lancer des produits à 10% de marge et d'ailleurs j'ai encore du stock, plus de 1000 € de stock d'un produit qui a 15% de marge, c'est misérable et donc j'étais vraiment emprisonné en fait là-dedans et à un moment je me suis dit il faut que je trouve autre chose et c'est là où en fait tu as commencé à parler du mentorat. Et je me suis dit, pourquoi pas, finalement, ça peut peut-être m'aider à me débloquer, parce que j'avais déjà à peu près les compétences, les connaissances aussi, c'était pas tellement le problème, mais je pense qu'il fallait quelqu'un qui m'extirpe de cette situation. Et finalement, c'était une super décision. Donc j'ai travaillé avec Julien, donc pas toi du coup. Mais on est 3 Julien sur OSE TV, c'est très compliqué, mais oui, il y a Julien le mentor. Ouais. C'est ça, d'ailleurs, merci encore Julien. Salut. Et finalement, il m'a dit quelque chose qui c'est tout con. Il m'a dit, mais pourquoi tu te bloques à vendre sur une marketplace au travers d'une seule marque, alors que tu peux simplement aller vendre sur une autre marketplace et d'autres produits ? Et puis j'ai réfléchi, j'ai dit, bah ouais, t'as raison, pourquoi j'ai fait ça ? Et du coup, il m'a dit, tiens, le plan, on va aller vendre aux États-Unis une autre gamme de produits et on va tester. Ok, donc t'es parti sur quelque chose de totalement différent, rien à voir, sur une autre marketplace, tout changé. C'était bien aussi, parce que c'était remotivant, tu vois. Tu voyais un peu autre chose, c'était nouveau. Et donc, c'était, je pense, une des meilleures décisions que j'ai prises. Donc, suite à ça, au mentorat, j'ai lancé 2 produits. Donc, il y en a un que je vends toujours, qui est un produit sous les radars, plutôt cool. T'es content avec ? Ouais, et j'ai largement rentabilisé le mentorat avec. Et après, il y a un autre produit où là, ça s'est moins bien terminé. Et je sais pas si je rentre dans le détail pour celui-là. Donc là, c'est l'histoire d'un lancement où j'ai pleuré du sang. Wow. C'est ce que les gens veulent. Ouais, donne-nous tout. Vraiment, c'est y a des, quand sur Amazon, ça peut se passer extrêmement bien, où ça roule et tout. Et des fois, ça peut se passer extrêmement mal. Et là, en l'occurrence, c'est un produit où vraiment, pareil, ça a été un roller coaster finalement. Donc c'est un produit qui est dans la niche des bains glacés. Donc si vous connaissez la méthode Wim Hof, c'est des exercices de respiration à faire dans l'eau froide. En fait, c'est comme un mini jacuzzi. Qui est gonflable, ouais, il me semble, non, il y a une partie qui est gonflable, le haut. Mais sinon, c'est maintenu avec des pieds. C'est vraiment assez sommaire. Hein. C'est en gros, un petit bassin. Tu mets de l'eau froide, tu te plonges dedans, tu fais tes exercices, tu ressors et basta. Ok. Et donc, à l'époque, sur le marché US, c'était un produit
qui était en tendance. En fait, il y avait une tendance qui était croissante. Parce que tout le monde se mettait à faire ça. C'était pas connu il y a quelques années, mais maintenant c'est. 2023, populaire. Ça a été un peu l'année de ça. Maintenant, on voit ça partout, mais à l'époque, c'était encore un peu. C'était vraiment assez niché. Et donc, aux États-Unis, il y avait des vendeurs, mais ils vendaient pas le produit que j'avais. Ils le marketaient en fait comme un bain chaud. Donc ça avait aucun sens. C'était majoritairement des Chinois, ils comprenaient rien, ils essayaient de vendre ça comme un bain chaud, alors que les gens l'achetaient pour faire du ice bath, quoi, donc du bain froid. Donc déjà, il y avait un truc qui collait pas, donc je m'étais dit, ok, il y a moyen de faire quelque chose. Pareil, au marketing, c'était nul. Enfin, tu vois, le marketing chinois, quoi, c'est... Faut pas que je dise trop ça, c'est vrai qu'on Si, t'as le droit de le dire, dis ce que tu penses. On est quasiment en Chine, du coup. Oui, non, mais on nous entend pas, là, ils parlent pas français. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais essayer de faire un branding qui soit beaucoup plus travaillé, qui soit plus sympa. Donc, je m'étais dit, voilà, on va partir sur un truc un peu sportif, parce que personne faisait ça non plus à l'époque, tu vois, ils comprenaient pas que c'était pour les sportifs. Et donc, je me suis dit, je vais faire un truc, j'hésitais entre les chevaliers ou les spartiates. Je me dis, spartiate, c'est bien, ça fait bonhomme, c'est cool, c'est sympa. Donc, je suis parti là-dessus, j'ai essayé d'améliorer le produit en rajoutant un thermomètre. J'ai rajouté aussi un guide avec des exercices à faire dans le bain. Et après, c'était tout, parce que malheureusement, c'est pas un produit où il y a énormément de différenciation possible. Ouais, je sais, j'avais un autre élève qui l'a fait aussi, et on n'a pas trouvé trop de trucs. On pensait peut-être à un appui-tête, un truc un peu meilleure qualité, tu vois, mais pas facile. C'était super limité, et finalement, c'est une des raisons pour laquelle ça n'a pas tenu. Mais donc, on fait le lancement, ça se passe bien. Je commence à vendre pas mal d'unités. Je crois que ça fait quasiment 30 000 de chiffre d'affaires le premier mois. Donc, ça commence à être pas mal, à être sympa. Et finalement, très rapidement, j'ai quelques premières reviews positives, super. Et après, un jour, je me lève, je me connecte sur mon seller central, je regarde le produit, et je vois, paf, 2 reviews, 1 étoile le même jour. Là, je me dis, non, c'est pas possible, quand même. Donc, je descends, je regarde les commentaires, puis il y en a un, je sais pas, je le trouve le commentaire un peu bizarre, tu vois. Et donc, je clique sur son profil, je trouve que c'est assez étrange. Donc là, je commence à regarder les autres produits des concurrents. Je me dis, il y a peut-être un truc qui cloche. Et là, comme par hasard, cette même personne commente des super reviews négatives sur tous les autres listings des concurrents. Donc je me dis, non, quand même pas. Et donc j'essaie de discuter avec Amazon. Évidemment, il n'y a rien à faire. Je continue à recevoir assez régulièrement des reviews 1 étoile. Donc je commence quand même un peu à paniquer. Je me dis, est-ce que mon produit est finalement pas bon ? Parce que j'avais commandé des échantillons, j'avais testé. Le pattern est bizarre quand même. Si tu vois des mauvais commentaires de la même personne sur tous les concurrents. T'as toujours un doute, tu te dis, ça pue le concurrent à 1 kilomètre. Ouais, mais je sais pas, j'avais quand même un doute. Donc je me suis quand même retourné vers mon fournisseur. Je lui ai dit, voilà, est-ce que c'est normal ? Je reçois quand même beaucoup de reviews négatives. Et lui, il m'explique que, il y a aussi d'autres de ses clients, bizarrement, qui ont le même problème que moi. Et il m'explique que, en fait, il n'y a rien à faire, désolé. Et lui, il peut rien y faire. Amazon ne peut pas t'aider non plus. Donc, voilà, débrouille-toi. Et c'était un gros marché, parce que toi, tu arrivais à faire 30 000 le premier mois, mais je me souviens de listings qui faisaient dans les 120. Ouais, c'est ça. Il y avait déjà quelques produits, pas beaucoup, mais il y en avait un ou deux qui faisaient 100 000. Ils étaient éclatés en plus, les listings, et ils faisaient 120 000 par mois. Donc, à 25%, 30% de profit, c'est des beaux bébés. Ouais, c'était des belles marges, puis c'était un prix qui était élevé. On était dans les $100. Ouais. Donc, ça faisait tout de suite des sommes intéressantes. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec ce produit ? Là, tu te tapes les mauvais commentaires. J'imagine ton BSR, tes conversions descendent. Et du coup, ton BSR aussi. C'est ça. Ton produit arrive dans la fin de la première page ou seconde page. Et qu'est-ce qui se passe là, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Donc, il fallait que j'ai des reviews positives. Finalement, tu n'as pas tellement d'autres choix que de tricher. Donc, voilà, je suis un tricheur, je le dis ouvertement. De toute façon, qui n'a pas manipulé les reviews sur Amazon ? Ça n'existe pas. Et donc, je suis allé sur Reddit finalement. Enfin, ce qui est bien, c'est un produit où c'était assez communautaire. Donc, c'était facile de trouver des groupes, des forums, des choses comme ça où il y avait des gens qui échangeaient sur le sujet. Et je leur disais, voilà, je vous offre le produit. Et en échange, je vous laissais une review honnête. Donc, j'essayais pas d'inciter. J'avais confiance dans ce que je faisais. Et j'étais content parce que j'avais que des reviews positives. Les gens, ils me faisaient un petit peu en même temps un feedback pour me dire, voilà, j'aurais peut-être amélioré ça. Okay. Et donc, c'était intéressant quand même. Et finalement, ça m'a permis, on va dire, de remonter un petit peu, mais pas suffisamment en fait. J'arrivais pas à donner autant de produits que ce que les concurrents me mettaient en face en mauvais commentaire. Et finalement, j'arrivais pas à équilibrer le truc. Et du coup, j'avais quand même une note en dessous de 3, je crois, 2,5, 3. Enfin, c'était vraiment mauvais. Et donc, finalement, j'ai testé plusieurs choses. J'avais essayé d'augmenter le budget pub. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Et finalement, en fait, la meilleure chose, je pense, simplement de brader le prix. Donc, j'avais arrêté la pub et j'avais pété le prix de 30 ou 40%. Donc, grosse discount.
Donc tu étais à peine à break-even ou tu perdais de l'argent ou t'étais, Non, j'étais break-even. Donc je gagnais peut-être $2-3. Enfin, c'était misérable, mais au moins je perdais pas d'argent. Mais au moins tu terminais ton stock. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc je me suis dit, je vais écouler et puis je vais sortir. C'est pas une très belle porte de sortie, mais on va dire que ça limite la casse, quoi. Et du coup, sur toute l'opération, ce produit, est-ce que tu as gagné, perdu de l'argent? Comment ça s'est passé? J'ai calculé avec un magnifique Excel et finalement, j'ai pas perdu d'argent et j'ai dû gagner peut-être $900, $1,000, quelque chose comme ça. Ok. Donc même en enlevant tous les coûts des listings, enfin absolument tout, j'ai gagné, enfin j'étais en positif. Donc pas énorme surtout par rapport au stress subi. Ouais, j'imagine. Mais c'est pas le but, on fait pas ça pour gagner $1,000 au bout. Je l'entends bien. Après, c'est mieux que ça se termine comme ça qu'avec une ardoise de $15,000 de perte, tu vois. C'est aussi, ça aurait pu être l'issue. Hein. Donc, exactement. Ouais. Est-ce que tu peux reparler un petit peu de tout à l'heure, tu disais donc tu as trouvé des gens pour te faire des reviews à travers Reddit. Tu peux nous dire un peu la méthode que tu as utilisée? Je pense que ça va intéresser des gens pour ceux qui ont du mal parfois à trouver des reviewers. Donc, je sais pas. Ouais, je peux partager 2 méthodes. On va faire un petit cadeau. Donc celle-là pour Reddit, c'est bien pour tous les produits où on va dire il y a de l'engagement. Ouais, et puis il faut que ça soit quand même quelque chose de high ticket parce que là tu donnais quand même un beau produit, quali, etc. Ouais. Si vous commencez à donner des porte-clés, vous n'allez pas trouver de testeurs. Ouais, quoi. Non, ça va être un peu plus compliqué. Donc là c'était des produits où il y avait de l'engagement. Il y a une communauté autour, des gens qui en parlent en fait. Ouais, il y a des fans en fait. Ouais, ils sont vraiment à fond dans le truc. Ils te parlaient de ice chiller, des choses pour refroidir l'eau, la glace. Il y en a, ils faisaient vraiment des choses assez poussées là-dedans. Très passionnés, ok. Et ouais, ils étaient vraiment à fond. Donc c'était assez facile finalement de connecter avec eux, de leur dire voilà, je vous offre un produit. Bon, ça paraît des fois, il y en a, ils trouvent ça trop louche ou trop beau pour être vrai, ce que je peux comprendre. Donc ils vous traitent un peu de scammer, ils sont un peu méfiants. Mais finalement, la plupart des gens, ils comprenaient, ils acceptaient. Et en leur expliquant la méthode, voilà, je leur disais, je vous le donne, faut acheter le produit sur Amazon. En échange, je vous rembourse sur PayPal ou sur un. Et tu leur faisais un search find buy. Tu leur disais voilà d'aller comme un vrai client. Tant qu'à faire, je me disais autant maximiser en même temps mon ranking. Quoi. En gros, il faut surtout pas donner le lien directement vers votre produit. Ouais. Il faut mieux dire au client allez sur Amazon, tapez les mots clés qui sont importants et trouvez mon produit et achetez-le. Faites la démarche comme un vrai acheteur. C'est ça. En fait, ça faisait d'une pierre deux coups. Ça boostait mon ranking et en même temps derrière, j'espérais avoir une bonne review positive. Et donc, tu les contactais, juste c'était ça le maillon qui me manquait. Donc, tu parlais pas de ça en public dans les groupes Reddit, tu trouvais les personnes qui étaient actives? Les deux en fait, parce que généralement, si j'envoyais directement un message privé à la personne, j'avais un taux de réponse qui était assez faible. Donc, généralement, je faisais un post où je disais voilà, giveaway, je suis un petit entrepreneur qui démarre une petite marque dans cette niche-là, parce que j'adore la niche. J'aimais bien le produit, donc je mentais pas non plus. J'expliquais un petit peu, voilà, je me fais attaquer mon listing. En fait, j'étais finalement assez transparent. Hein. Et en essayant d'être honnête, je me suis dit... et donc, c'est les testeurs qui venaient à toi? Voilà, ça, ils étaient réceptifs. Ils me disaient, OK, je suis intéressé. Ils mettaient en commentaire Interest ou je sais pas quoi. Et derrière, moi, je les relançais par message privé. On faisait le petit truc et ça fonctionnait bien. Et sinon, une deuxième méthode que je peux partager aussi qui fonctionne bien, il me semble qu'on avait déjà un peu parlé, mais en fait, c'est finalement d'aller sur Fiverr. Et tu contactes finalement des gens qui lancent, qui sont dans la même niche que le produit. Par exemple, je sais pas si c'est des micros, tu contactes des gens qui s'occupent d'audio recording, des choses comme ça. Ouais. Et après, je leur dis voilà, ceux qui démarrent, je vous laisse un bon commentaire sur la plateforme Fiverr. Je vous achète votre service. Votre service. Et il y en a beaucoup qui acceptent. Ouais, il faut chercher ceux qui sont dans la bonne localisation, par contre. Ouais, c'est ça, il faut chercher aux États-Unis, du coup, il faut mettre le filtre États-Unis, faire un peu attention. Il ne faut pas utiliser son compte principal, n'utilisez pas votre compte principal Fiverr, sinon vous pouvez le faire bannir. Il y a des chances, j'ai reçu une notif, c'est pour ça que je conseille de ne pas utiliser votre compte principal et ça marche plutôt bien. Pareil, je pense qu'il faut être transparent, il faut dire voilà, je démarre sur Amazon, c'est compliqué d'avoir de la preuve sociale au début, le produit est bon, je vous le garantis. Et si tu expliques un peu, il y a pas mal de gens qui sont sympas et qui acceptent. Bon, ça donne un bon tips là pour ceux qui cherchent à avoir des commentaires aux US. Donc du coup, opération quasi blanche avec 1000 de profit. L'autre produit, il continue à bien marcher. T'as lancé d'autres produits en plus? Depuis, j'ai lancé pas mal de produits. Donc finalement, à la suite de ce mentorat, donc ça m'a permis de me faire la main. Donc j'ai lancé 2 produits. Donc ça m'a permis de refaire le processus, de vendre sur une nouvelle marketplace que je connaissais pas. Donc j'ai appris pas mal. Et donc pour finir peut-être sur les galères de ce produit, on finit comme ça. Donc, j'ai eu Amazon aussi qui a perdu $2,000 de mon stock.
Okay. Donc à un moment, je sais pas, ils me disent ah désolé, elle est perdue, les produits là. Sur ce même produit. Ouais. Mais il était maudit. Ouais, ce produit il était maudit. Hein. Donc ils me disent ouais, on a perdu. Et du coup, je leur explique, mais il y en a pour 2000 € là, enfin $2000. De valeur marchande. Non, de valeur de stock. Ok. Ouais, enfin c'est ça. Marchande, ouais. Ouais, pardon. Okay. Et donc je leur ai dit faire peut-être quelque chose. Et là, ils commencent à me dire on sait pas. Enfin, c'était n'importe quoi. Ouais, ils te baladent un peu. Ouais, c'est ça. Ils m'ont baladé pendant des semaines. J'ai mis quasiment 1 mois avant de réussir à me faire rembourser. Et là, c'est important d'avoir tous les papiers comme quoi vous ça. avez exporté la marchandise, etc. Avoir tous les papiers, persister avec le support, essayer de parler à la leadership team ou Native team. Captive. Captive, c'est Captive, ouais. Donc là, pareil, essayer vraiment d'avoir un interlocuteur qui soit américain, qui ait les compétences parce que sinon, vous perdez des semaines et bref, ça va assez vite. Et après, ce qui est bien, c'est que du coup, ils te remboursent au prix où tu l'aurais vendu toi sur Amazon. C'est pour ça, c'est pas un drame en fait quand ils perdent du stock. Enfin, juste il faut être préparé psychologiquement à se faire suer pendant 2-3 semaines. Mais souvent, tu récupères en fait le prix auquel tu aurais vendu. Donc, c'est pas trop mal non plus. Après, malheureusement, vu que j'avais pété mon prix, c'était pas super intéressant. Ah ouais. Donc, c'était pas le jackpot finalement. Ah ouais, ça aurait pu être un bon jackpot. Ça aurait pu être le jackpot, ça aurait pu être sympa, mais finalement, ça a été voilà. Bon, un enchaînement de choses qui se passent pas. Mais enfin, tu vois, c'est aussi ça le business en fait. Et c'est bien qu'on le partage aujourd'hui. Tu vois, tout se passe pas toujours comme on voudrait. Finalement, c'est ça. Sur les 2 lancements, il y a le deuxième produit que j'ai lancé, c'est passé mieux que prévu parce que finalement, je pensais pas faire autant d'argent. C'était facile, parfait quoi, vraiment parfait. Et là, on est à combien de CA à peu près sur celui-là? C'est beaucoup plus petit, mais en profit, ça doit faire 1200 par mois. 1200 € par mois. Ça doit faire peut-être 10-15 000. Voilà, de chiffre d'affaires. Okay. Donc finalement, ça s'est passé mieux que prévu. Petit produit sympa, sous les radars tranquille. Okay. Et l'autre, c'était vraiment l'enfer. Donc voilà, on a eu 2 expériences différentes. Mais par contre, ça t'a réconforté un petit peu sur Amazon, j'imagine, parce que comme tu étais un peu down juste avant ça. Ouais, j'enchaînais les claques. Donc avoir un petit peu de positivité, ça m'a quand même boosté un peu plus. Et je me suis dit, ok, il faut pas que je m'abatte. Et en plus de ça, est-ce que c'était ta première expérience vraiment en private label de toi-même? Parce qu'en fait, tu avais fait wholesale et tu avais acheté un private label, mais tu n'en as jamais lancé un par toi-même. Non, c'est vrai, c'était ma première marque que je lançais. Ok, donc ça te donne aussi cette nouvelle casquette, on va dire, cette nouvelle compétence. Ça. Et d'ailleurs, ce premier private label, pour que les gens qui auraient vu la première interview, tu l'avais acheté, je crois, dans les 10-12... Ouais, 12 000 à peu près. 12 000 plus stock, donc c'était une petite enveloppe dans les 15 et quelques... Tu vends toujours ce produit. C'était plusieurs produits ou c'était un seul produit? Non, c'était plusieurs produits. Ok. Donc c'était une gamme avec des différents produits dans la même niche. Donc je vends toujours ces produits-là. Et tu as rentabilisé? Ouais, j'ai rentabilisé l'opération, c'est bien passé. Après, j'avais fait pas mal d'erreurs, donc j'ai eu de la chance aussi de tomber sur quelqu'un d'honnête. Je pense que si je rachetais un business, je ferais plus attention et je serais plus prudent. Ok, donc tu as ça qui tourne toujours, tu as le nouveau produit que tu as lancé en mentorat, plus d'autres encore que tu as j'ai lancé d'autres produits. En fait, depuis, je me suis dit, ok, faut que je continue à lancer en fait, des produits, il n'y a pas le choix. Et après, vu que ma vision un petit peu du business Amazon a pas mal évolué, parce que vu que le produit était mort du fait que, pas vraiment que à cause de la compétition, mais aussi du fait qu'on ne pouvait pas suffisamment se différencier. Maintenant, je lance que des produits où vraiment le design est ultra travaillé. Ou alors, en tout cas, il y a un axe de différenciation qui est vraiment assez gros. Donc, je travaille avec différents designers et à chaque fois, la conception du produit, ça me prend beaucoup de temps. Alors, par exemple, il y a un produit sur lequel je bosse depuis presque 6 mois. Okay. Et donc, je me dis, en fait, il faut que je sois en permanence en train de lancer. Donc, j'essaye de lancer un produit tous les mois ou 2 mois. Ouais. Et donc, je suis en flux tendu à toujours lancer des produits. Donc là, j'ai dû en lancer. Attends. C'était la question suivante. Combien t'en as en tout de produits là? Ouais. Donc, en fait, j'ai lancé une nouvelle marque. Okay. Donc, je suis resté aux États-Unis finalement. J'ai préféré m'étendre là-bas plutôt que de retourner en France, en Europe. Je trouvais que c'était plus intéressant, je développerais un peu. C'était une autre question aussi. Ouais. On peut l'aborder tout de suite. Là. Tu peux faire un comparatif un petit peu US versus Europe, puisqu'à la base, ton expérience avant le mentorat était uniquement en Europe et même peut-être qu'en France, si je dis pas de bêtises. Moi, j'avais développé le PANEU, mais c'est vrai que c'était... le gros de tes ventes était en France. Ouais, 80% c'était en France. Ok, donc si tu peux faire une comparaison rapide, et qu'est-ce que tu donnerais peut-être comme conseil ou qu'est-ce que tu vas faire toi dans le futur? Est-ce que tu vas rester focus US ou pas? Il y en a qui ont tendance à dire qu'il faut plus d'argent pour aller aux US. Mm-hmm. Moi, j'ai pas l'impression. En tout cas, c'est pas le sentiment que j'ai eu parce que j'ai lancé des produits avec un budget assez faible finalement.
de l'ordre de peut-être $5 000 maximum. Et donc en fait, je préfère lancer aux US pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est moins pénible au niveau de tout ce qui est administratif. C'est moins de lourd, régulation, moins de normes, etc. Les TVA, l'importation, machin, les trucs. Je trouve que c'est plus facile. Voilà, il y a moins de papier. Il y a beaucoup plus de... Enfin, en fait, on peut avoir un business beaucoup plus gros vu que le marché américain, à lui seul, ça équivaut à toutes les marketplaces européennes. Donc forcément, tu fais un lancement là-bas, tu peux scale to the moon et avoir tout de suite un business assez élevé. Alors qu'en Europe, il faudrait développer les autres marketplaces, refaire des lancements, faire les traductions des fiches produits, etc. Donc c'est tout un travail nécessaire. Et après, certes, c'est vrai qu'il y a plus de compétition aux États-Unis. Ça bouge plus vite aussi. Ça peut aller plus vite en fait, à ce qu'une niche devienne plus saturée. Ouais, c'est vrai. Typiquement, les bains glacés, finalement, ça a été très rapide en quelques mois, tout de suite. Voilà. Et bref, par contre, il y a énormément de... Finalement, il y a beaucoup de concurrence, mais c'est principalement des Asiatiques, donc des Chinois, qui viennent et qui font pas les choses aussi bien que les autres vendeurs. Donc, c'est-à-dire, ils arrivent, ils pètent juste les prix. Ils peuvent gagner par le prix, mais si toi, tu t'es différencié avec vraiment une amélioration sur le produit qui rend ton produit vraiment unique, tu continues à être dans la course, en fait. Exactement. Voilà, donc eux, généralement, tu vois, c'est des MeToo products où ils arrivent, ils copient vite fait ce qui marche, ils s'amusent à baisser le prix pour essayer de prendre des parts de marché. Et voilà. Donc c'est des niches, en fait, généralement, c'est les niches dans lesquelles je vais. Parce que moi, vu que je travaille énormément le design, la différenciation, que ce soit esthétique ou technique, finalement, ça me va, en fait. Vu que ils n'arrivent pas trop à me concurrencer là-dessus, ils n'ont pas envie de faire l'effort. Et c'est pas des niches où ça fait des centaines de milliers d'euros. C'est quoi ta target en termes de volume quand tu regardes une niche? Qu'est-ce que tu aimes bien? En fait, moi, j'ai une stratégie où je préfère lancer plusieurs produits avec, on va dire, des chiffres d'affaires qui soient pas ultra importants pour pouvoir justement lancer plusieurs et continuer. Et que ça reste aussi un peu en dessous des radars, peut-être? Ouais, c'est ça aussi. Éviter en fait les tendances. En fait, ça m'a dégoûté un peu des tendances, ce produit-là. Je me suis dit, mince, j'ai pris tellement cher que je voulais pas reproduire l'expérience. Donc j'essaye plutôt de rester dans des produits... Des CA qui tournent autour des combien mensuels? 15 000. 15 000 $. Donc quand tu vois une niche, qu'il y a quelques concurrents qui sont positionnés, qui arrivent à faire du 15 000 de CA, c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Ouais, 15-20 000 à peu près, cette fourchette-là. Okay. C'est pas trop petit, pas trop gros, je trouve que c'est plutôt bien. Je trouve ça bien aussi. Ouais. Donc c'est là-dedans où j'essaye d'aller à chaque fois. Et voilà, j'essaye de continuer à lancer des produits toujours. Et du coup, pour clôturer le point, US versus Europe, est-ce que ouais, on est parti dans autre chose. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est aussi ça le podcast. Du coup, dans le futur, est-ce que tu vas continuer avec cet axe US? Ouais, je vais rester aux US. Plus simple, puis même au niveau du cash, tu commences à avoir que des US dollars, donc t'as pas envie de retourner en euros. Enfin, ça te fait faire plein de manipulations qui sont pas évidentes. Et finalement, je préfère ce marché-là. Puis Amazon continue à se développer aux US, ça devient vraiment une machine de guerre. Et en plus, maintenant, tu sais, avec le remote FBA, tu peux vendre au Brésil, tu peux vendre au Mexique, tu peux vendre au Canada. Enfin, voilà, ça continue à être vraiment intéressant. Ouais. Et vu que ça marche pour moi comme ça, je me dis, on va continuer. Puis... En vrai, la plupart des pays d'Amérique latine, ça c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Mais par exemple, moi au Panama, il y a en fait des forwards à Miami, en fait des adresses qui ensuite envoient la marchandise dans tous les pays d'Amérique latine. Donc ça met entre 2 et 4 jours. Donc ça arrive à Amazon donc en Floride. On a une adresse spéciale qui fait qu'on est exempt de sales tax. Tu sais, quand tu arrives au checkout sur Amazon, c'est là où la sales tax se met. On est exempt. Et ensuite, ça arrive 2 à 4 jours plus tard à Panama. C'est des tonnes de marchandises comme ça par semaine. C'est une société qui fait ça ou c'est Amazon? C'est une société. C'est une société. Et donc, en gros, l'Amérique latine, même si n'ont pas une marketplace dédiée, tu vois, il n'y a pas de Amazon Panama. En fait, c'est des tonnes de marchandises qui arrivent par semaine d'Amazon à Panama. Intéressant, je savais pas. Ouais. Donc ça donne encore plus de profondeur au marché. Et du coup, donc tu vas rester vraiment focalisé là-dessus. US. Et en termes de produits, maintenant ton catalogue, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est de savoir où tu en es en termes de chiffre d'affaires mensuel, profit, taille de catalogue. Alors, en termes de chiffre d'affaires, en fait, finalement, ça évolue rapidement vu que je lance des produits assez régulièrement. Donc là, le dernier mois, j'étais à 40 000 de chiffre d'affaires. Là, ce mois-ci, on a à peu près le 15, je suis à 20 000 et quelques. Donc j'imagine que ça va à peu près faire pareil dans les 40 000. Ouais. Et j'ai un nouveau produit qui arrive le mois prochain. Donc on va dire, j'estime
Enfin, j'aimerais bien arriver autour des 500 000, un demi-million de chiffre d'affaires dans l'année. Ok. Ce serait l'objectif cible. Après, en termes de profit, je dois être vers les 18%, 17%. Ça dépend en fait un peu des mois, des retours, etc. Donc ça fait vers les 7000 mensuels. Ok. Donc ça a pas mal évolué depuis. Donc ça, c'est bien, c'est un bon point. Et après, c'est vrai que j'ai réinvesti tout le cash. Donc c'est pour ça, c'est un peu compliqué. Au niveau du cash flow, c'est vraiment un peu le nerf de la guerre où toujours, vu que je relance des produits, je dois recommander encore plus. Et j'ai pas encore des chiffres qui me permettent, tu vois, de le faire facilement. Ou de prendre du profit vraiment pour toi dans ta poche. Ouais, pour l'instant, je prends rien du tout. Ouais. Pour l'instant, je me paye pas. Ça, on en discutait, c'est deux stratégies différentes. Soit tu te dis, je suis confortable avec ces revenus-là tout de suite et tu veux pas aller plus loin. Et dans ces cas-là, tu arrêtes de sortir des nouveaux produits et tu vas pouvoir commencer à prendre du profit. Ouais. Soit tu as envie de grossir, faire quelque chose de plus gros et de créer un meilleur actif que tu pourras revendre par la suite. Est-ce que c'est déjà dans ta tête de revendre ou pas tes business d'ailleurs? Pour l'instant, j'ai pas envie, mais je fais comme si, en fait. J'essaye de me dire, ok, il faut que je le bâtisse le business comme si j'allais le revendre dans 5-10 ans. Et donc, j'essaye quand même de faire en sorte qu'il soit vendable. Donc, je fais attention à tout ce qui est la comptabilité, j'essaye de mettre en place des SOP, une organisation qui fasse en sorte que ça soit beaucoup plus facilement vendable. Que ça soit un package plus facilement. C'est ça, pareil, j'essaie d'optimiser, de retravailler la marge pour pareil que ce soit sexy aux yeux d'un investisseur si vous voulez racheter. Mais tu as une vision quand même assez long terme, 5 à 10 ans, c'est assez loin. Ouais, c'est vrai que c'est loin. Sachant que tu pourrais faire des paliers, tu vois, par exemple, là je viens de faire le calcul rapidement, je pense à la louche ton business avec les chiffres que tu dis. Bon, ça fait combien de temps que tu es dans les 40 000 là Quelques mois 2-3 mois. Ok. Ouais, il faudrait un petit peu plus d'historique, mais il vaudrait déjà quasi 250 000 $ à la revente, tu vois, 3 ans de profit à 7 000, c'est à peu près ça, 7 000 mensuels. Du coup, ça peut aussi être intéressant de faire des paliers et t'en servir pour gravir des échelons et lancer des produits plus gros, etc. Ça peut être aussi intéressant. Ouais, c'est vrai. En fait, je sais pas si... C'est vrai que j'ai pas cette mentalité de flip en me disant, voilà, je revends celui-là, j'en relance un autre et je refais une autre marque. Tu vois, moi, c'était plus dans l'optique que j'essaie de l'amener à quelques millions, ce business, essayer d'en sortir un gros ticket et après avec ce gros ticket partir, mais je pense sur d'autres business, peut-être sur du Web3 ou sur autre chose. C'est pour ça que pour l'instant, vu que ça me plaît et que j'aime vraiment ce que je fais, je me vois pas le vendre. Je préfère vraiment le développer. Et puis tu as une attache aussi assez profonde avec tes produits, il me semble. C'est ce que tu m'avais dit en fait, vu off. que je passe des mois à les développer, tu vois, je reçois différents samples, je les compare. Je travaille dessus avec ma compagne aussi qui m'aide parce qu'elle fait du design, donc elle m'aide aussi à travailler dessus. On essaye de les peaufiner et c'est la partie que je préfère en fait. Et c'est vrai que finalement malheureusement tu développes une attache à tes produits et du coup ça les rend plus difficiles de t'en séparer ou des fois de les liquider quand ils marchent pas, hein, parce que pour l'instant c'est pas arrivé, mais j'imagine que s'il y en a un qui marche plus, j'aurais aussi du mal à me dire ok, je le tue parce que il rapporte plus assez d'argent. Et c'est pas quelque chose qui est sain, mais on est humain, quoi. Ouais, bien sûr. C'est ça. Après, il faut être pragmatique dans le business. Hein. Tu peux pas fonctionner à l'émotionnel, sinon tu vas dans le mur. Et les produits que tu vends, est-ce que c'est des produits dont tu es passionné particulièrement ou pas? Hormis le fait que tu y mettes beaucoup de cœur pour les développer, est-ce que c'est des choses qui t'intéressent vraiment ou pas? En fait, c'est assez marrant. Il y a un produit, tu sais, dont je t'avais parlé, je peux pas le donner là, mais tu vois qu'il y a un produit qui est un peu vraiment spécial et très niché. Ouais. Ah oui, celui-là, je pense pas que tu sois passionné. Non, tu vois, je suis pas passionné, mais j'ai trouvé l'univers autour passionnant. Parce que du coup, tu t'intéresses un peu à qu'est-ce que les gens font avec, c'est vraiment bizarre. Et finalement, j'ai pris beaucoup de plaisir à développer ce produit-là parce que voilà, c'était amusant, c'était rigolo. Et puis, quand on parle aux gens, ils se tapent une bonne barre. Du coup, effectivement, je viens de me rappeler ce que c'était. Du coup, c'est assez fun. Et là, la marque que je développe, c'est des produits de bureau. C'est pas forcément quelque chose qui est passionnant, mais vu qu'il y a un aspect visuel en fait au produit, finalement ça me plaît parce que j'aime bien les belles choses, tu vois, j'aime bien les choses raffinées, les choses qui sont un peu travaillées. Et donc même si c'est pas des produits que j'utilise, c'est des produits dans des entreprises principalement, donc j'en utilise pas, mais finalement ce qui me passionne c'est essayer de faire quelque chose pour que les gens soient heureux, qu'ils soient contents, parce que c'est des produits qui n'existent pas, ou pour l'instant ils sont moches. Donc c'est vraiment d'apporter quelque chose, et c'est plutôt ça où j'en tire une gratification. C'est vraiment le fait d'apporter quelque chose de nouveau et qui soit sexy pour les utilisateurs finaux.
Juste pour clôturer le point, tu n'as toujours pas répondu à la question. C'est un catalogue de combien de produits? Ouais, c'est vrai. Donc là, je dois être à 5-6 produits. Ok. Et il y en a 3 autres qui arrivent dans les prochains mois. Ok. Et ça continue à se développer, quoi. Et pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais un peu plus tôt, sur le fait que tu avais essayé pas mal de choses pendant les 1 an où tu étais un peu down, donc d'autres business hors Amazon. Donc tu as fait du YouTube, tu as fait également, qu'est-ce que tu as fait d'autre? J'ai lancé une agence sur YouTube où j'essayais en fait de faire la même chose, de la vente de formation avec d'autres YouTubeurs. J'avais contacté pas mal de gros YouTubeurs et finalement ça n'a pas fonctionné. Ensuite j'avais essayé aussi une agence Amazon FBA. Donc j'avais travaillé avec une grosse marque de bricolage, une marque allemande. Et pareil, ça n'avait pas fonctionné parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. En fait, ils avaient des tailles qui étaient trop grandes. Enfin, bref, ça s'est pas fait non plus. Et finalement, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas non plus. Donc j'ai pas persisté là-dedans parce que le modèle d'agence peut être intéressant. Il y a des gens qui s'en sortent très bien, qui adorent faire ça. Et moi, c'était pas mon truc. C'est peut-être pas pour toi, tout simplement. Non, ouais, c'est ça. C'était pas quelque chose que j'appréciais faire et j'étais pas bon non plus. Je me suis dit, ça sert à rien de persister dans quelque chose pour lequel t'aimes pas et t'es pas bon. Donc autant arrêter. Et j'avais lancé aussi une chaîne YouTube dans le voyage, juste quand on est à la dernière interview. Ouais. Et pour le coup, ça avait bien marché. J'avais monté à 20 000 abonnés sur TikTok, 2500 sur YouTube. Sauf que en fait, ça servait à rien. Parce que c'était impossible d'en tirer quoi que ce soit. Il n'y avait rien à vendre derrière. Et le voyage, il faut avoir des énormes audiences pour pouvoir monétiser. Ou alors, il faut être ultra niché sur un truc vraiment très particulier. Ouais, sur un pays en particulier. Même une ville. Et tu deviens guide un peu luxe pour une ville, un truc comme ça. Tu vois, les gens vont prendre l'expérience avec toi parce que c'est toi, parce qu'ils t'ont suivi sur YouTube, etc. Et tu peux vendre plus cher qu'un guide normal. Mais sinon, difficile de... Ouais, ou alors sur un pays... un pays et tu fais plutôt tout ce qui est expat, tu vois, par exemple expatriation de Thaïlande, et là tu vas vendre un peu comme toi, mais focus sur un pays sur vraiment. Ça, je pense ça pouvait marcher, mais du coup moi j'avais essayé de faire un peu différents pays, j'avais essayé une stratégie qui n'était pas spécialement bonne et du coup en fait j'avais pas de communauté, à part me faire insulter dans les commentaires sur mes vidéos, ça servait à rien. Donc je me levais, je me faisais traiter de connard, ça me rapportait pas une thune. Donc je me suis dit, je vais pas faire le saltimbanque pendant 10 ans sur YouTube, il va falloir faire autre chose. Et là je me suis dit, ok, est-ce qu'on repart à zéro, est-ce qu'on relance une chaîne? Je me suis dit, tant qu'à faire, allez, c'est reparti. Donc j'ai totalement arrêté cette chaîne-là, qui continue d'ailleurs à faire des vues, il y a des vidéos à plus d'1 million maintenant, la chaîne tourne toujours. Et je suis reparti sur une chaîne sur Amazon FBA parce que finalement je me disais autant rester dans le même domaine, c'est un univers que j'aime bien, que je commence à maîtriser, on va dire j'ai un peu plus d'autorité là-dedans que dans le voyage où les gens te prennent pour un guignol. Et donc j'ai lancé une chaîne où j'essaye de faire des vidéos qui parlent du business, des tutoriels, des cours, j'essaye de partager un peu ma vision, mon parcours et dans un univers un peu fun, quoi. Alors, j'essaye de pas faire des vidéos chiantes, j'essaie que ça reste assez cool. D'ailleurs, le nom est lui-même fun de la chaîne. C'est ça. Tu peux le dire. C'est Stupid Seller. Voilà, parce que je suis un vendeur stupide qui fait beaucoup d'erreurs, mais je vous le partage. Mais on apprend des erreurs, c'est ça, c'est chouette que tu les partages parce que je tiens à te remercier d'ailleurs pour ça, parce qu'il y a très peu de gens qui vont venir se mettre devant une caméra et dire voilà, j'ai foiré ça, etc. Enfin, c'est assez rare. C'est assez rare, donc c'est super cool. Et du coup, si on résume un peu, le business qui reste toujours un peu ton point d'ancrage, on va dire, ça reste Amazon FBA finalement. Ouais, vu que c'est ce que je préférais, je me suis dit, je commence à être pas mauvais, c'est le business que je préfère. Ma vision a pas mal évolué par rapport à ça, donc en fait, plus tu vas lancer de produits, plus finalement tu vas te passionner par le truc et tu vas devenir bon. Tu prends de l'expérience, tu deviens bon, tu vois directement, tac, tac. Les gens ils me demandent comment tu vois cette niche, elle va marcher ou pas, parce que ça fait 7-8 ans. Voilà, et tu te rends pas compte quand tu débutes. Ouais, au début ça te paraît très abstrait, mais finalement après, c'est assez facile en fait de voir au premier coup d'œil ce qui se passe dans une niche. En fait, c'est un instinct, tu vois, c'est un peu un Sharingan. Ça se développe, c'est pas le premier jour forcément que j'étais comme celui qui va se lancer demain. Tu vois, en fait, c'est pas explicable, c'est ça qui est marrant, c'est que tu vois, tu peux arriver et... C'est la pratique, c'est de le faire plein de fois. Après, il y a des automatismes, il y a des choses, il y a des indicateurs, mais oui, il y a un petit peu ce toucher qui se développe au fur et à mesure du temps. Ouais. Donc voilà, c'est ce que je préférais. Je me suis dit, autant essayer de rester dans la zone où, vu que ça marchait aussi. J'avais une preuve en fait que je faisais pas n'importe quoi. Donc autant je me suis dit, je vais passer en mode bulldozer sur ce qui fonctionne. Donc je continue là-dedans et
ça me plaît, donc tant que ça me plaît et que je suis pas trop mauvais, je continue et puis je verrai plus tard, quoi. Et sur ces 3 ans et demi que tu vends sur Amazon à peu près, comment ta vision a évolué de ce business model finalement? Alors, moi, je dirais que c'est principalement sur la création du produit. C'est vrai qu'au début, quand on est débutant, on ne sait pas trop comment se différencier. On a tendance à se dire, je vais prendre la même chose, je vais mettre mon logo, et puis allez hop, let's go. Ça part en prod. C'est ça. Mais après, il y a aussi beaucoup de gens sur TikTok où on va te faire croire que c'est facile, que tu peux faire. Et puis, il y a eu une époque où ça marchait. Ouais, où ça marchait. Et en fait, plus ça va, plus il faut se professionnaliser. Il n'y a plus de place pour l'amateurisme et il faut créer des produits un peu plus uniques si vous voulez vraiment tenir sur la longueur. Après, vous pouvez faire un lancement avec un truc où vous avez juste changé le logo. Ça va peut-être marcher si vous êtes vraiment sur une niche qui est inefficiente, sous les radars pendant quelques mois, mais sur le long terme, il faut apporter quand même ce petit quelque chose de plus pour pouvoir durer. Ouais. Ça, mais finalement, en fait, de fil en aiguille, c'est là où je me suis rendu compte ce qui me plaisait le plus dans ce business. Finalement, c'était de travailler le produit et de vraiment le développer au maximum. C'est la partie en fait qui m'intéresse le plus parce que je trouve vraiment là, tu peux balancer des idées. Tu vois, il y a un côté créatif où tu vas dire ok, on va bosser le design, on va essayer de faire ça. Au niveau des fonctionnalités, on peut l'améliorer comme ça. Et puis, il y a aussi un aspect où tu vas communiquer avec les gens pour essayer de comprendre quels sont leurs besoins, comment on peut créer le meilleur produit possible. Alors, même si tu ne vas pas révolutionner le monde et ton produit ne va pas changer. Tu ne lances pas l'iPhone quand tu lances un nouveau produit sur Amazon. Mais Ouais, mais tu as quand même une gratification qui est importante, je trouve, parce que tu dis, voilà, j'apporte vraiment quelque chose au marché, il y a de la valeur, et j'essaye vraiment de faire les choses le mieux possible. Et je trouve que c'est bien. Enfin, parce que c'est vrai que sur Amazon, on vend sur Internet et on n'a pas vraiment la relation client. Le contact avec le client, comme si tu avais ta petite boutique, ouais, clairement. Et du coup, même si tu as des commentaires positifs, tu sais pas. Au bout d'un moment, tu commences un peu à avoir quand même du retour, une masse de retours quand même de gens qui achètent tout le temps ton produit, qui en sont contents, qui font des vidéos sur YouTube de ton produit, qui vont en parler dans des groupes Reddit, etc. Quand tu atteins cette taille, en fait, t'as quand même. C'est palpable. C'est palpable quand même. Exactement. Mais c'est vrai qu'au début. Ouais, c'est pas comme si tu avais un commerce physique où tu as la personne en face qui va te dire c'est bien ou c'est pas bien. Ouais, pour conclure, je dirais que c'est au niveau de la création du produit, du processus finalement. Maintenant, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide, alors qu'avant, il y avait pas mal d'étapes où je comprenais pas encore ce que je faisais. Et donc voilà, c'est plus au niveau de tout ce qui est création où j'estime que c'est une étape importante maintenant. Combien de temps t'estimes qu'il t'a fallu pour vraiment te sentir très confortable dans ce business model ? Ouais, je dirais au bout de 3 lancements. 2-3 lancements. Ouais, ça commence à être plus fluide, tu commences à comprendre ce que tu fais. Toutes les étapes, tu les connais à peu près par cœur, donc ça va vite. Après, bon, il m'arrive encore de faire des erreurs, hein, mais on fait tous. Moins, quoi. Non, je pense que maintenant, ça va. Après, j'ai mis aussi les choses en place pour essayer d'en faire le moins possible, quoi. J'essaie d'avoir une structure et des étapes, voilà, des SOP où il y a des étapes claires et on sait à peu près ce qu'on fait. Comment tu organises tes SOPs d'ailleurs ? Tu utilises un outil Pour l'instant, j'utilise un peu Notion. Okay. Je suis pas un expert. Le problème, c'est que ça devient vite des usines à gaz. Ouais. Et après, on sait plus ce qu'on fait. Il y a 10 000 documents. Et au final, je me retrouve à plus les utiliser et à faire totalement autre chose. Donc, j'essaie de rester quand même assez simple. Donc, je dois avoir un seul document Notion où j'essaie de tout avoir dessus. Et après, je sais que si je veux recruter, il faudra que peut-être j'améliore un peu le système pour que ce soit plus efficace. Pour faire des onboarding qui soient efficients. Ouais. Voilà, c'est ça, pour que ça soit fluide et qu'il n'y ait pas de place au doute ou à l'erreur. Il va falloir que je m'améliore là-dessus, mais je suis vraiment pas très bon. C'est une chose où je suis pas... Ouais, voilà, il y a des trucs où je suis vraiment pas bon, c'est la compta. La compta et tout ce qui est process, administratif, tout ça, c'est pas ma zone de génie, quoi. Pour l'instant, tu es solo sur ton business, hein. Ouais, je travaille avec des freelanceurs, mais pour l'instant, je suis solo. Après, je suis en train de réfléchir à recruter un VA, enfin un assistant virtuel. Je regarde du côté des Philippines ou de l'Ukraine. Pour l'instant, très bon choix. Ouais, j'avais rencontré pas mal de gens là-dedans et c'est vrai que... Philippines, Ukraine et pour l'Amérique latine, Venezuela, Argentine, c'est pas mal. Ok. Si tu parles espagnol, ouais. En parlant de pays à travers le monde, on est actuellement à Taïwan pour faire ce podcast. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'objectif en fait de ce voyage ? Donc là, je sais que tu vas être en zone Asie pendant quasi un mois, quelque chose comme ça. Tu peux nous parler de ça un petit peu ? Oui, en fait, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que je cherche à m'expatrier. Okay. Que c'était déjà le cas je crois dans la première interview. Mais le problème, c'est que j'ai ma compagne qui a trouvé un job en France, donc pour l'instant, c'est pas vraiment possible. Donc je profite quand même du fait qu'on a un business qui nous permet d'être vraiment libre et de voyager.
Donc je pars un peu à droite à gauche. J'ai vécu quelques mois en Suède. Là, je vais être un mois en Asie. Donc j'avais un ami à Taïwan, donc je me suis dit pourquoi pas. Et vu que c'est assez proche de la Chine. Ouais, et puis ça tombait bien aussi au niveau de nos dates pour faire le podcast. Voilà, là, exactement, c'était parfait. Sinon, c'était compliqué pour toi de venir jusqu'à Panama. Donc, ouais, ça faisait un petit détour quoi, de quelques milliers de kilomètres. Ouais, juste 26 heures d'avion, rien de spécial. Donc, ouais, ça tombait parfaitement. Et après, je me suis dit, pourquoi pas faire mon premier séjour en Chine, parce que j'ai jamais encore mis les pieds là-bas. J'ai hâte d'avoir tes feedbacks. Moi, ça a été une grosse claque. Ah ouais? Ouais. Dans les voyages qui m'ont vraiment mis une claque, la Chine, ouais, vraiment. Parce que là, okay. t'es perdu au milieu. Enfin, tu sais, c'est vraiment ouais, c'est un monde à part. C'est un monde à part. Je suis pas encore allé au Japon. J'y vais là dans 15-20 jours. Ouais. Donc, je pense que je vais me reprendre une nouvelle claque de vie. C'est possible. Mais vraiment, la Chine, ouais, ça ressemble à rien de ce que tu peux connaître, en fait. Non, puis même au niveau culturel, en fait, moi, j'avais l'habitude de travailler avec des fournisseurs français, vu que j'avais une marque française. Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé à bosser avec des fournisseurs chinois, ouais, il y avait des casse-têtes, je comprenais rien à ce qu'ils faisaient. J'avais l'impression que leur cerveau n'était pas câblé comme le mien et que des fois, il y avait des trucs qui n'avaient aucun sens. Et j'ai appris un peu sur le tas. Et aussi, j'ai lu quelques bouquins pour essayer de comprendre un petit peu comment ils réfléchissaient, comment dans la culture ils faisaient du business, etc. Ça, tu m'en avais parlé. Je ne sais pas si tu as le titre de ce bouquin. Ouais, le titre s'appelle « What's Wrong with China ». Ok. C'est de Paul Midler, je crois. Ok, bon, on mettra le lien en dessous. Ouais. Donc finalement, le livre est assez intéressant parce qu'il explique un petit peu. C'était un gars qui travaillait dans l'industrie. Okay. Donc par rapport à ceux qui font de la vente comme nous sur Amazon, c'est assez pertinent parce qu'il explique pas mal pourquoi les boss des industries ils réfléchissent comme ça ou comme ça. Donc tu apprends pas mal de choses intéressantes et un peu perturbantes quand même parce que tu te dis, waouh, il y a des cas, parce qu'il donne des exemples. Il y a des exemples, tu te dis, waouh. Et quand même, en France, jamais de la vie, ça pourrait se passer comme ça. La dernière question que je voulais te poser, c'est donc quasi 4 ans de business en tout, puisque tu avais déjà fait un peu des business avant de commencer Amazon FBA. Quelles leçons t'en tires? Quels seraient les conseils que tu te donnerais à toi-même si tu devais recommencer aujourd'hui? Voilà, si tu peux nous partager un petit peu ça pour ceux qui nous regardent, qui sont peut-être un peu plus débutants, tu vois. Je pense que le premier conseil, finalement, c'est de rien lâcher. Je pense qu'on peut le voir à travers mon parcours. Voilà, il va y avoir des hauts, des bas, pas mal de bas. Et il faut réussir à avoir cette résilience et cette capacité de rebondir en fait à chaque échec. Et c'est assez facile à dire, mais quand tu le vis, c'est pas évident parce que tu as envie d'abandonner. Il y a plein de gens qui auraient abandonné. Tu te dis, c'est pas fait pour moi, ou alors non, j'ai trop souffert, on va faire autre chose. Et en fait, déjà, le plus difficile, c'est de trouver quelque chose qui vous plaise. Et après, une fois que ça vous plaît un minimum, plus vous allez continuer à pratiquer cette compétence, plus vous allez devenir passionné. En fait, finalement, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Au début, j'aimais bien Amazon FBA, mais sans plus. Et finalement, à force de lancer des produits, à force de répéter le processus, ça a développé et créé cette passion. Je pense que c'est comme ça que ça se fait. À mon avis, c'est pas du jour au lendemain vous allez vous dire je suis passionné de je sais pas quoi alors que vous avez jamais pratiqué, quoi. C'est pas possible. Et donc voilà, rien lâcher, continuer à pratiquer développer une compétence profonde qui soit utile. Parce que ça va vous servir professionnellement et aussi au niveau perso. Ça m'a pas mal servi aussi dans ma vie perso. Et après, voilà, il n'y a pas vraiment de regrets parce que j'ai quand même lancé pas mal de choses, même s'il y a eu beaucoup d'échecs. Ça m'a permis de me développer sur pas mal d'angles différents, de rencontrer plein de gens super intéressants. Et après, il y a aussi cette notion de, voilà, il faut tester et pas avoir peur. Des fois, il y en a plein qui ont peur de contacter les gens. Ils se disent, voilà, je peux pas envoyer cet email, je peux pas faire ci. Je pense qu'il faut un peu poser ses couilles des fois. Il faut le dire, le mot est dit. Voilà, mettre ses couilles sur la table. Ses couilles. Et parfois, ça coûte rien d'envoyer un email à quelqu'un, même qui a 10 fois votre niveau. Et j'ai pu en parler avec des gens, des vendeurs. Je t'avais dit, Paul, un vendeur super, super fort. Et incroyable, un de mes mentors. Qui a 1000 fois mon niveau, et j'ai pu échanger avec des gens super intéressants comme ça, faire une interview avec toi en direct, ce qui est plutôt cool. Aussi le fait en fait, Amazon, c'est un métier qui évolue constamment et il faut toujours se former. Voilà, même si vous avez suivi une formation, il faut quand même continuellement regarder ce qui se passe, s'informer sur les news, parce qu'Amazon, ça évolue, hein, les règles changent, les régulations, les machins, mais aussi le fait de faire du business, comme on en parlait avant, hein, la concurrence évolue, c'est plus pareil qu'avant. Et donc c'est pour ça que se former c'est important. Et il y a aussi également des événements physiques où au début j'étais un peu réticent, je me disais est-ce que ça sert à quelque chose? Puis après je me suis dit bon, on va tester, hein. Moi je suis comme ça, je teste,
et après, j'évalue si ça valait le coup ou pas. Donc, j'ai participé à 2 ou 3 événements physiques pour l'instant. Ok. Donc, c'est des salons. Par exemple, j'ai fait le White Label à Londres. Donc, c'est un salon où il y a pas mal de... Il y a quelques fournisseurs, il y a des prestataires de services, donc des virtual assistants, des freight forwarders, etc. Ça, je n'avais pas trouvé ça incroyable, donc je me suis dit, j'y retournerai pas et ça valait pas le coup. Okay. Et après, j'ai fait un autre événement où d'ailleurs, j'ai croisé quelques-uns de tes élèves là-bas. Okay. C'est à Prague, ça s'appelle European Seller. Okay. C'est le plus gros salon, c'est spécifique à Amazon pour le coup. Donc c'est tous les ans à Prague. C'est des conférences, il y a pas mal de gens d'Helium 10 qui viennent. Et finalement, c'est assez intéressant sur 2 points. Au niveau des conférences, qu'on va apprendre des nouvelles choses, on va un peu se mettre à jour par rapport aux nouveautés, aux choses qui vont arriver. Et également, ça permet de rencontrer des gens. Parce que, on va pas se mentir, c'est un métier où on est quand même relativement seul. C'est un des points, avec tous les vendeurs avec qui j'ai pu discuter, on va dire, il y a bien 80% qui me disent, à part avec ma femme, mais je la saoule au bout de 5 minutes, j'ai personne avec qui on peut discuter business. Et c'est vrai qu'on est relativement seul face à notre machine. Et donc voilà, c'est aussi intéressant pour rencontrer d'autres gens, essayer de créer du lien, partager aussi des choses. Et ça, je pense que c'est intéressant à faire. Super. Je pense que c'est des bons conseils pour ceux qui commencent, qui nous ont regardés. Ouais. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps, d'avoir partagé les hauts comme les bas de ton business. Et puis, je te donne rendez-vous. On essaie de refaire quelque chose dans 2-3 ans, comme on a fait. Ok, ça marche dans 2-3 ans avec, pareil, son lot de hauts et de bas. J'espère plus de hauts que de bas. J'espère aussi. Et puis, pour ceux qui voudraient se former à mes côtés, n'hésitez pas à regarder le premier lien qui sera en dessous en description vers la formation qui s'appelle la Super Seller Academy. C'est la formation que tu as suivie à la base d'ailleurs. Ouais, que je recommande toujours d'ailleurs aux gens qui viennent me solliciter. Top. Et on mettra aussi un lien vers le mentorat que tu as fait également pour ceux qui voudraient un accompagnement plus personnalisé. Et voilà, vous aurez toutes les informations juste en dessous en description. Et puis, on se retrouve soit à l'intérieur d'un des programmes d'accompagnement, soit dans une prochaine vidéo YouTube. À très bientôt. Ciao. Bye bye. Ciao.